Guerre de Corée. Le 38e parallèle. La Corée, un petit pays surpeuplé en forme de pointe, s'étend depuis le continent asiatique, flanqué du Japon et de l'océan Pacifique, un petit pays, mais dont la caractéristique principale est sans doute son immense étendue montagneuse. Aujourd'hui, à l'époque de ce tournage, Séoul, la capitale, est en grande partie restaurée, se relevant à nouveau de ses ruines. Si la mairie arbore une nouvelle coupole, elle a du mal à cacher les traces évidentes d'un récent conflit. Ainsi que le constatent les Coréens, cette paix n'est rien d'autre qu'un armistice difficile dans un pays divisé. Mais l'esprit caractéristique de cette nation séculaire permet à chacun de vivre sa vie, ainsi, sachant bien qu'il n'y a pas d'autre alternative. Le quartier du marché n'est qu'un vaste bidonville, mais ici, la règle c'est le business, aussi brumant, coloré et odorant que toujours. Les contrées du Nord accueillent une vaste pagaille de montagnes volcaniques. Lentement, la végétation reprend le dessus, après d'énormes dégâts causés par le napalm et les explosifs. Mais, sur les hauteurs, des hommes vigilants veillent encore face au Nord. Le long de la zone démilitarisée, les forces retranchées s'épient à travers le No Man's Land. Conformément au terme de l'armistice, les deux armées furent séparées, une bande de terrain neutre placée dans l'intervalle. Ce vieux royaume ancestral de Corée redevient enfin le pays de l'aube naissante qu'il a toujours été. Personne n'oubliera jamais le 25 juin 1950. À 4 heures du matin, ce dimanche matin, soudainement, la Corée se réveillait dans les flammes et le vacarme. Les communistes, enragés par des mois de tension et d'escarmouches frontalières autour du 38e parallèle, se lancèrent dans une guerre expansionniste. Aux antipodes, le président Truman prit des mesures immédiates. Depuis Washington, il déclarait en ces circonstances « J'ai ordonné aux forces aériennes et maritimes des États-Unis d'offrir support et couverture aux forces coréennes ». Le lendemain, au siège des Nations Unies à New York, son représentant, Ryan Austin, confirma les positions américaines. Le coup de force contre la République coréenne prend de graves proportions. La République coréenne a demandé la protection des Nations Unies. Je suis fier de vous informer que les États-Unis sont prêts à fournir toute assistance jugée nécessaire à la République coréenne. Protégées par un rideau de tanks, les forces rouges pénétraient en profondeur. En 48 heures, elles étaient en vue de la capitale elle-même. Séoul tombait le lendemain, 28 juin. Le 30, les communistes avaient déjà franchi le San, fleuve au sud de la capitale, et menaçaient la ville de Jongdok. À cause des chars lourds d'origine soviétique, toute résistance était vaine. Déjà, un large corridor allant de Hanyang à Seonglong était taillé. Là, les sans-domicile, sans défense se regroupaient pour s'entendre dire qu'il leur fallait encore descendre plus au sud. De partout, ils voyaient marcher des colonnes de paysans rejoignant le front. Moins d'une douzaine d'avions de combat étaient disponibles, dont certains pilotés par des volontaires américains. L'escadre de chasse américano-coréenne. Le peu qu'on pouvait faire avec 10 avions, on le faisait.
Alors que l'armée rouge saisissait Sun Won, des éléments avancés de la 24e division d'infanterie embarqués au Japon pourraient être aéroportés en Corée. Leur arrivée était très attendue des Coréens. Ils furent magnifiquement accueillis. 4 jours plus tard, ils étaient au contact de l'ennemi, près d'Osan. Les réjouissances étaient terminées. J'avais très peur. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. L'adversaire était bien plus fort et supérieurement entraîné. Certains d'entre nous imaginaient que ce serait facile. Les quelques armes lourdes servaient à couvrir le repus de nos hommes du mieux possible. Là où nous avions une compagnie, ils avaient une division. Les décrochages succédaient au repli. On était tous des bleus, alors chaque type capable de plier son sac était le bienvenu. Les renforts étaient en route plus au sud, à Busan. Le gros de la 24e division débarquait avec son équipement. Ce n'était pas vraiment suffisant, mais c'était un début. Les deux généraux, Walton Walker et William Dean, avaient du travail pour 4. Un plan de combat à l'échelle de plusieurs divisions, avec les éléments de moins d'une seule. Un jour, je me suis réveillé et ça y était. Dire que les gars n'étaient pas dans le coup était inexact. Ils étaient magnifiques. Pas seulement la troupe, mais aussi les véhicules. Voire même la grosse cavalerie, les chars. À 40 km au nord de Daejeon, on se cogna au premier tank soviétique. Japon, base aérienne de Yokoda le 13 juillet 1950. Alors que plus de 40 B-29 décollent, le premier raid massif est inauguré. La cible, Wosan, ville portuaire clé dans le dispositif nord-coréen. Là-bas, on ne savait pas bien quelle serait la réaction de l'artillerie. Il n'y a eu aucune réaction. Pendant que les communistes avançaient sur Daejeon, nous reculions derrière le fleuve. Cette barrière naturelle offrait la possibilité de gagner quelque temps. Notre aviation allait jouer un rôle majeur dans le ralentissement de l'ennemi. Les F-80 embarquaient d'énormes réservoirs largués pour traverser la mer du Japon. Angel 5 à Dorfoot. Oui, Dorfoot à Angel 5. Vous êtes demandé pour appui-feu sur une colonne ennemie au nord de votre position. Bien reçu.
En mer du Japon, le 18 juin, un groupe naval croise au large des côtes d'Escoren. Destination Pohan, mission, déposer hommes et équipements de la première division de cavalerie. La ligne de front évoluait rapidement dans tout le pays, et ce n'est qu'à l'arrivée que les troupes reçurent le feu vert définitif. Les 27 000 hommes de la division allaient prendre pied. Psychologiquement, ça aurait été très dur pour nous de devoir s'en retourner, mais on n'a pas été déçus. Le 20 juillet, les communistes pénétraient Daejeon. La 24e division du colonel Dean devait tenir sur place. Il se passa quelque chose d'étrange à Daejeon. On se protégea de l'artillerie et on attendait. Rien. Personne. Puis, on s'aperçut qu'ils étaient absolument partout. On craignait d'être enfermés. Il nous fallait filer à l'anglaise et sauver le maximum. C'est ce qu'on fit. Nous avons franchi plus de 1500 mètres sous le feu de l'ennemi. Voilà, on s'est fait avoir, et Daejeon avec. Le général Dean tombait aux mains des Rouges. Gagner du temps, c'est dans du terrain. 2 semaines pour l'espace entre Daejeon et le fleuve Natkong. Derrière les étendues d'eau du Natkong, on testait le dispositif défensif. D'abord couper les ponts, puis maintenir un rideau de feu sur la rive adverse. De quotidiennes attaques communistes déclenchaient le tir permanent de nos artilleurs. Ces coups de force quotidiens se brisaient face à la ligne défensive étanche. Dans les secteurs nord et est, nos troupes, après avoir enduré de terribles combats, relevaient enfin la tête. Désormais, on ne recule plus. Pour autant que les blindés sont concernés, la Corée n'est guère une région adaptée. On n'a que 2 directions, vers le haut et vers le bas. Ce terrain particulier malmenait la cavalerie. Après un temps d'adaptation, avec un peu d'élévation, on peut faire d'un temps une bonne position d'artillerie. On a trouvé le moyen de tester. Au début du mois d'août, le général William Keane reçut la mission de préparer la première grande opération offensive. L'armée rouge tentait de s'emparer de Pusan par une percée plein sud. Au groupe de choc Keane, composé de 25 divisions, 5e RCT, 1re brigade des Marines, revenait la charge de créer l'offensive. C'était un 6 août. Je m'en souviens, c'est mon anniversaire. C'est aussi le jour de ma première blessure. Drôle d'anniversaire. D'abord, nous sommes descendus, puis on a avancé. On se faisait canarder depuis les hauteurs. Les blindés se chargèrent de ces hauteurs et les fantassins, aidés par les Marines, déclenchèrent un feu d'enfer. Les puissants bazookas des Marines furent très efficaces contre les blindés soviétiques. En contrebas dans la vallée, soldats et marines affrontaient avec courage une situation périlleuse, nettoyaient les environs de tous snipers embusqués. Pour les vétérans du Pacifique, la scène rappelait de douloureux souvenirs. Ainsi que les Japonais, les Coréens sont de petite taille. Ils cultivent le même talent, se camoufler parfaitement derrière n'importe quel buisson.
Le groupe de combat Keane capturait sa moisson de prisonniers. Beaucoup jetèrent leur uniforme, espérant être confondus pour des civils égarés. Désormais, l'ennemi avait perdu sa témérité. Très jeunes en général, ils étaient heureux de cesser le combat, profitant des quelques instants. Le groupe Keane reprenait son souffle. Zone portuaire, Pusan, le 29 août. En provenance de Hong Kong, les premiers non-américains débarquent en terre coréenne, 2 bataillons de Galles et d'Irlande et des Middlesex Rangers. Nous étions heureux enfin d'arriver après 6 mois d'attente à Hong Kong. On commençait tous à en avoir marre. Tout le monde ici avait se mettre au rituel du tea time. Le 1er septembre, une offensive rouge généralisée à travers le Nat Kong affaiblissait nos défenses. Le siège de la poche de Pusan débutait. En mer du Japon, les porte-avions de la Task Force 77 déploient leur appareil. C'était ma responsabilité quotidienne de faire tourner le plus d'avions possible pour chaque mission. L'ennemi était alors dangereusement dépendant des très longues routes logistiques. Sans elles, il s'effondrerait vite. Privé de tout, avec un peu de chance, on allait y parvenir. Nos lignes retranchées tenaient bon. À l'intérieur du périmètre de Pusan, nos forces se reconstituaient, alors que l'armée rouge, elle, s'affaiblissait. Munitions, équipements arrivaient à bon port. Pour être stockés sur place, notre combat défensif allait trouver son terme. Le 15 septembre 1950, l'offensive était créée par les Nations Unies. Une flotte d'invasion accostait à Ishun, 230 km à l'intérieur du territoire ennemi. La manœuvre, délibérément axée autour d'un effet de surprise, prit les Rouges complètement au dépourvu. Le matin à 6 heures précises, les Marines se ruaient à l'assaut. Malgré un rideau de feu déployé par la Navy, les risques restaient importants. L'état-major misait sur un succès instantané. Il n'y aurait pas de seconde tentative. Le port d'Ishun devait tomber de suite. Nos ordres étaient clairs, neutraliser toute résistance et vite. Nos engins étaient fantastiques. En 58 minutes exactement, le secteur était nettoyé. Ensuite, d'autres Marines investirent l'agglomération, ne rencontrant qu'une faible opposition. En quelques heures, la ville fut investie. Le coup de poker était payant. Grâce à la saisie de cet excellent port, une route sur Séoul était toute tracée. Simultanément, la 8e armée, très renforcée, brisait l'encerclement de Pusan, repoussant l'envahisseur qui, forcé au repli, traversait le Nat Kong en toute hâte, ainsi débutait la remontée vers le nord. À Ishun, la 7e division d'infanterie allait grossir les rangs, consolidant la tête de pont, mandatée par les Nations Unies. Au sud-ouest, des milliers de soldats nord-coréens furent pris au piège par les forces américaines, remontant au pas de char sur Ishun.
Sur la route aussi, nous faisions quantité de prisonniers, mais ils ne se rendaient pas facilement. Au nord, les forces des Nations Unies poursuivaient leur rassemblement en hommes et matériel. Par centaines, puis par milliers, ils arrivaient par la mer, prêts à se joindre au combat. À ce stade, la résistance ennemie se renforçait notablement du fait du regroupement de ses forces. À Pusan, une nouvelle nation détachait des troupes, un régiment d'élite philippin, en tout 12 000 hommes, au sud de Séoul sur la base de Kimpo, les éléments précurseurs. La 187e aéroportée arrivait du Japon, formant la première unité parachutiste en Corée. Préoccupé de fraîche date, Kimpo offrait une piste d'avant-garde aux avions d'attaque alliés. Alors que le fer de lance de Pusan gagnait de la vitesse, nos colonnes de transport butaient sur un ennemi désemparé. Dans les villes traversées, les populations venaient souvent accueillir les Alliés. On ne comprenait pas ce que les gens disaient, mais ils semblaient amicaux. À d'autres endroits, il n'y avait plus personne. C'est seulement à 30 km au nord d'Icheon que les choses se compliquèrent. Ça nous a pris une semaine de combat pour y arriver. Là, les amphibies, chargés de soldats et de marines, se sont regroupés, parés à la traversée du Han, direction Séoul. Le moment était venu de reprendre la capitale. Le pilonnage commençait. La traversée du fleuve Han impliquait une opération amphibie d'envergure. À ce point, près de l'embouchure, plus de 1500 mètres séparent les deux rives. Les communistes, encore à poste avant l'attaque, avaient plié bagages pour se réfugier dans les rues mêmes de la ville. La conquête de Séoul fut rude. 10 000 hommes s'y étaient retranchés, occupant chaque carrefour, avec l'ordre de se faire tuer sur place, ce que firent nombre d'entre eux. La ville martyrisée fut rendue libre le 26 septembre. Durant la bataille de Séoul, le piège au sud-ouest se refermait sur les communistes. Le jour suivant la libération, les hommes de la 1e et 7e division de cavalerie effectuaient la jonction au sud de Sunwon. 48 heures plus tard, en mairie de Séoul, lors d'une cérémonie, le général MacArthur remettait symboliquement les clés de la ville à Syngman Rhee, alors président de la République sud-coréenne. Désormais, le tragique reflux des réfugiés allait paralyser Séoul après 3 mois d'occupation. On voyait ces gens déblayer les décombres de leurs maisons. Nous souhaitions tous qu'ils puissent s'en sortir et on espérait aussi pouvoir rentrer à la maison. La vie reprenait à Séoul, pendant que les forces des Nations Unies poursuivaient leur avance dans le secteur Est. Le 30 septembre, nos forces parvenaient au 38e parallèle, qui fut franchi le lendemain.
Nos gars ne discernaient plus l'ami de l'ennemi. On voyait des Sud-Coréens ramener des drapeaux nord-coréens. La fin septembre marquait le retour au point de départ. Mais à quel prix? Le 6 octobre, le major général Smith rendait les honneurs aux victimes face au cimetière des Nations Unies. Entre Séoul et Incheon, mention particulière aux Marines. Représentant l'armée de terre, le major général David Barr, commandant la 7e division. Représentant les unités coréennes, le général Park Eun-hyen, commandant le 17e régiment sud-coréen. Au recueil silencieux de l'état-major, saluant la mémoire de ces hommes, s'ajoutait un autre hommage, celui des habitants reconnaissants, dont la liberté recouvrée dépendait de ce sacrifice. De partout, l'offensive se développe. Les B-29, basés au Japon et Okinawa, maintiennent leurs raids dévastateurs sur les centres industriels et les voies de communication de Corée du Nord. Pour nous, la situation était curieuse. On vivait une guerre à mi-temps. Le matin, petit déjeuner en famille. Aux heures de bureau, nous étions réellement au combat. Et le soir, on dormait dans notre lit. Curieuse expérience. Au sud, le problème des réfugiés devenait assez sérieux, sans parler des milliers de partisans civils en transit vers le nord. Chaque individu devait donc être rigoureusement contrôlé. Plus au nord, l'avance de nos lignes était si rapide que de nouveaux renforts se faisaient déjà attendre. Le 9 octobre, Kaesong, dernière ville occupée par les Rouges, fut enfin libérée. Puis, sur la côte est, Wonsan, à peine 48 heures après la libération de Kaesong, les troupes de la 3e division abordèrent Wonsan, point d'aboutissement d'une marche de 450 km en 20 jours. Ils ne rencontrèrent qu'une faible résistance. Puis vint le tour de la capitale communiste. Le 17 octobre, des éléments de la 1re division de cavalerie approchèrent les faubourgs de Pyongyang. En moins de 24 heures, la première ville communiste tombait aux mains des Nations Unies. À ce stade du conflit, la guerre psychologique s'était bien développée. Utilisant des enceintes haute puissance, des avions spéciaux survolaient les arrière-gardes ennemis, multipliant les messages en coréen à l'intention des troupes en déroute. Ces techniques rencontrèrent un franc succès à plusieurs reprises. « 48 heures après la route de Pyongyang, furent inaugurés les parachutages d'assaut. Leur but, barrer la route aux fuyards. Ainsi qu'à Incheon, le commandement suprême supervisa les opérations personnellement. Près de 2000 hommes sautèrent à la 2e vague, l'équipement lourd. Les ressources locales furent mises en service. Le lendemain, des renforts de 1800 hommes sautèrent, mais l'ennemi avait déjà fui au nord. À l'est, les unités sud-coréennes poursuivaient leur charge de Wonsan à Hugnam, pendant qu'un groupe naval attendait au large de Wonsan.
3000 mines durent être draguées pour dégager les approches de Wonsan. Ça nous faisait perdre du temps, mais on ne pouvait pas se permettre de le supprimer. Les Sud-Coréens nous firent un beau cadeau. Une grande plage dégageait tout ennemi. Une division complète pouvait accoster en se mouillant juste un peu les pieds. La mission consiste à exploiter l'avantage et continuer l'avance sur le Yalu. Rapidement, les marines s'investirent des agglomérations tenues par les Rouges. Le moral était élevé. 3 jours plus tard, près de Yalu, la 7e division accostait à Kiwan. Des navires de tout type déversaient des milliers d'hommes et de véhicules, à peine ralentis par les profondeurs sablonneuses de Kiwan. Si loin au nord, l'hiver arrive très vite en Corée. Aussi, les uniformes adaptés sont-ils les bienvenus avant de monter au combat? À l'ouest, les Marines poursuivent leur marche quotidienne pendant les approches. Plusieurs villages sont ainsi libérés. Les Nord-Coréens prenaient contact ouvertement. Parmi eux, des chrétiens prièrent librement pour la première fois depuis 1945. Les forces communistes en pleine déroute sont acculées dans le dernier recoin de la péninsule coréenne qu'ils voulaient conquérir. Les unités des Nations Unies suivaient au plus près, autant que le terrain le permettait, dans le secteur Est. Il devint difficile de maintenir le contact avec l'ennemi. Dans le secteur central, les masses de prisonniers représentèrent un danger potentiel grandissant. Beaucoup d'entre eux portent l'uniforme de la Chine populaire. Cependant, au nord de la mer du Japon, l'hiver reprenant ses droits compliquait grandement la tâche des troupes navales. La plus banale des opérations de routine se changeait en cauchemar sous un vent glacial. La mort rôdait. On chauffait toujours les appareils en cas et on aurait pu décoller. Mais simultanément, les communistes devaient avoir les pires difficultés sous ce climat. On n'aimait pas beaucoup ça. À terre, les forces chinoises avaient cédé, nous laissant un accès sur le Yalu. Le village de Haisonjen est situé sur les flancs du fleuve en Mandchourie. C'est là que les éclaireurs de la 7e division établirent leur avant-poste. Ce n'était guère réjouissant de passer les fêtes dans ce trou. Mais depuis les bases du sud, des courriers décollaient déjà, parcourant des centaines de kilomètres pour larguer toute l'intendance nécessaire. Des dalles et des marrons, cadeaux de l'US Air Force. Dans toute la Corée, les cuisines roulantes coulèrent sous les pommes frites et la purée de fraises. Un vrai luxe. Le calme règne en maître sur tout le Yalu. Chacun pouvait célébrer le Thanksgiving avec un minimum de confort. L'état-major était confiant quant à l'issue de l'offensive, présentant l'issue toute proche du conflit. En réalité, une nouvelle guerre était sur le point de commencer. De l'autre côté du Yalu, les dés étaient jetés. Une offensive d'envergure, dictée par l'interventionnisme chinois, allait apporter un tournant décisif au conflit coréen. L'offensive finale de la 8e armée fut déclenchée le lendemain du Thanksgiving Day, en 1950. Après un démarrage en douceur au soir de ce beau jour, un nouvel ennemi se montrait en Corée, et une nouvelle guerre débutait. Les Chinois, dans un assaut massif vers le sud, enfonçaient les lignes allées, séparant les Marines de la 7e division voisine près du réservoir de Chosin.
On prenait nos tours de sommeil pendant la journée. La nuit était trop froide. J'ai appris qu'on perdait plus de monde par le gel que par l'ennemi. Même les obus de mortier gelaient dans leurs étuis. Les Chinois avaient amassé beaucoup de monde entre nous et la plage. Le port de Hungnam restait notre seule issue. Tous nos vivres venaient par air. Sans cela, nous serions morts. Ils forcèrent un passage à travers les positions adverses malgré un effectif 5 fois moins, ne s'arrêtant que pour les évacuations médicales par air. Atteignant la sécurité du port le 10 décembre, ils trouvèrent Hungnam très affairé. À l'intérieur de la poche, les gros calibres tiraient 24 heures sur 24, ceinturant la ville d'un rideau de feu. Derrière les armes, un miracle d'organisation et de planning se réalisait en faveur d'une opération massive de rapatriement. En l'espace de 10 jours, plus de 100 000 hommes évacuèrent le port. La population nord-coréenne, par milliers, s'engouffrait dans l'espoir de rallier le Sud. « 90 000 Nord-Coréens des environs désertèrent leur maison plutôt que de subir encore le communisme. » Nous étions les derniers à partir, à installer des blocs de TNT et des bidons de napalm tout au long de l'H.T. À notre départ, le port sautait. When we left, the harbor was one big ticking time bomb. Le convoi d'évacuation, cinglé au sud sur les ports libres de Poson et de Pohang, là les troupes seront regroupées et remonteront au contact de l'ennemi. À terre, la retraite se déroulait dans l'ordre et le calme, ramenant la 8e armée en deçà du 38e parallèle. Mais pour les centaines de milliers de civils poussés sur les routes pour fuir le communisme, le voyage fut un désastre de confusion, de froid et de désespoir. Les gens transportaient leurs biens par charrette ou sur leur dos. Même les enfants reçurent leur lot de misère et de charges. Le 27 décembre, le général Ji-jae remplace le général Walker, tué lors d'un tragique accident de circulation. Il était juste à temps pour assister l'offensive ennemie du Nouvel An. Une fois de plus, les Nations Unies abandonnaient Séoul, retraversant le Han. Incheon comme Hungnam fut évacué par bateau. Ici aussi, tous les efforts furent déployés pour ne rien laisser derrière soi. Au sud, les hommes évacués de Hungnam furent regroupés. Malgré un temps épouvantable, ils saisirent l'occasion de se réconforter. À la mi-janvier, l'offensive ennemie avait faibli, utilisant des troupes aguerries. Ji-jae lançait une série de raids de choc.
Nom de code, Opération Killer. L'ennemi avait l'immense avantage numérique. Ridgway tentait d'y remédier. S'attendant à une résistance féroce, les troupes de choc partaient à l'assaut. Ils furent très surpris, du contraire. Les coups de boutoir des commandos killers firent vaciller l'ennemi. Ridgway reprenait son avantage, pas de répit pour la 8e armée. Si quelqu'un avait eu des dépliants touristiques à vendre, il aurait fait $1 million. À la destruction du potentiel ennemi, l'opération Killer ajoutait un objectif, reprendre du terrain au rouge. À l'allure où vont les choses, on ne sera pas surclassé longtemps. Quand on perd un homme, ils en perdent 10. Pendant 6 semaines, les combattants de la 8e armée terrorisèrent la région, infligeant de fantastiques pertes à l'armée rouge déroutée. Le 7 mars, le point fort de leur dispositif à l'est de Séoul tombait. L'étape suivante serait Séoul elle-même. Le 15 mars, les troupes sud-coréennes entraient dans la ville déserte. Ils ne découvriront que quelques vieillards, quelques enfants. Les communistes s'étaient enfuis. Sur toute la profondeur de la péninsule, les rouges battaient en retraite. Voilà ce qui se passe. On leur court après et ils nous laissent des prisonniers pour nous. En avril, le général James Van Fleet prend le commandement de la 8e armée. Fin tacticien, il remplacera le général Ridgway, appelé au commandement suprême, pendant que MacArthur retourne aux États-Unis. En quelques jours, Big Jim prenait en main la contre-offensive. Les communistes concentraient leurs forces dans le secteur Est, central du front, escomptant le succès de leur marée humaine pour stopper la retraite. Toutes les forces des Nations Unies furent réquisitionnées pour endiguer le flot humain. C'était la routine, distribuer les caisses de munitions, puis appeler l'aviation pour un appui. Lorsque les conditions météo interdirent l'emploi des avions, les unités des Nations Unies durent se replier au-delà du fleuve. Séoul fut fortifiée en attendant la seconde vague ennemie. Les éléments de Fleet reçurent l'ordre de résister sans évacuer la ville. Dans ce cas, le plus atroce était d'attendre. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Chaque route, chaque vallée devant nous fut réduite en pièces par nos artilleurs. L'ennemi perdit des milliers d'hommes, tentant de pénétrer le barrage d'acier. Il perdit son avantage. Alors que les rouges retournaient encore, nos forces les suivirent, aidées par l'artillerie mobile. Le 2 juin, nous avons refranchi le 38e parallèle. L'ennemi perdait 200 000 hommes, soit le tiers de ses effectifs, et n'avait rien gagné, sauf la certitude que le nombre en soi n'est pas suffisant. L'opération Killer continuait.
Un vrai espoir se matérialisait enfin, grâce au premier contact officiel dans la ville rouge de Quezon. Le négociateur représentant des États-Unis, le vice-amiral américain Joy, aurait fort à faire face à son homologue nord-coréen, le général Nan Il. Les correspondants les plus optimistes prévoyaient 6 semaines de pourparlers. À l'ouverture des négociations, le front s'était stabilisé. Hormis quelques fluctuations, il restera immobile tout au long des débats. De nouvelles techniques de combat furent expérimentées dans le secteur Est. Un bataillon de Marines crée l'événement en s'emparant d'une colline par la voie des airs. Grâce à l'hélicoptère, une première vague est déposée pour dégager une petite zone d'atterrissage. En quelques minutes, d'autres appareils déposent leur cargaison d'hommes frais et dispos. L'usage de l'hélicoptère permettait à l'état-major de capturer les hauteurs stratégiques sans avoir à combattre. Ces appareils fournissaient en outre support logistique et évacuation, inaugurant un nouveau concept en matière de mouvement tactique des unités. Les tractations de Kaesong, puis de Panmunjom, tournaient court, compromettant l'établissement d'un cessez-le-feu. Nous avons très peu apprécié le déroulement des événements de Kaesong. On était chez l'ennemi et il en profitait. Nous avions le sentiment d'être branchés sur une sono-propagande. La zone démilitarisée était en fait couverte de communistes en armes. Nous avons rompu les pourparlers. Les sabre-jets de l'Air Force sillonnaient les cieux de Corée. Les Nations Unies avaient perdu plus de 80 appareils, alors qu'ils avaient abattu plus de 510 avions nord-coréens. Dans les airs comme en mer, la puissance de feu des Nations Unies restait incontestée. Vers la fin octobre 1951, les délégués de l'ONU proposèrent un compromis lors de la reprise des pourparlers. Ils regarderaient favorablement l'offre de cessez-le-feu des communistes sur la base du front actuel, si et seulement si on s'engageait à régler tous les problèmes en moins de 30 jours. Dans le cas contraire, ce serait un nouvel échec. Pendant ce temps, à l'exception des roulements d'artillerie, le calme régnait. Hiver s'installa, le délai fut dépassé. La guerre allait reprendre ses droits, le désaccord fondamental autour du sort des prisonniers de guerre restait à régler. Les communistes refusant d'accorder le libre choix quant à leur rapatriement. Cependant, les combats de conquête de terrain redoublaient dans les reliefs coréens. Le front, suivant la ligne Kansas-Wyoming, enregistra des avances locales aux noms caractéristiques.
La tournure que prit cette série de combats stupéfia le monde entier. On était revenu à un conflit du type 1940, des lignes retranchées s'opposant de front, des accrochages de nuit et des combats de patrouille occupaient le No Man's Land. Ce fut coûteux, mais il n'y avait pas d'alternative. Le grand changement intervint en début 1953. Le 19 avril, après le décès de Staline en mars, succédait un dégel dans les relations internationales. Malenkov et sa politique d'apaisement fut favorablement accueillis par la délégation chinoise, ainsi que la proposition du général Clark d'échanger les prisonniers malades et blessés. L'échange put avoir lieu, ouvrant la porte sur d'autres négociations. Encouragé, le monde reprit espoir en attendant la signature définitive des accords de paix en Corée. Ce qui fut fait le 27 juillet 1953. Alors que les Chinois signèrent à Panmunjom, le général Clark, lors d'une cérémonie à Wonsan, parapha 6 copies de documents définitifs, mettant fin à des années de conflit. L'atmosphère était à l'excitation, mais pas à la réjouissance. Nous avons fait cesser ce carnage, ce qui est l'essentiel pour les combattants et leurs familles, et ce qui permettra à la terre coréenne de guérir ses blessures. J'en suis heureux. Il faut désormais mettre l'accord de cessez-le-feu en application, dans ce but de réconcilier durablement la communauté coréenne. Nous devons maintenant tourner nos efforts vers un destin humanitaire. Conformément aux termes de l'accord, les forces antagonistes reculèrent l'une de l'autre. Après cet accord, et après le recul des troupes, la bande de terrain entre les deux lignes, devenant la zone démilitarisée ou DMZ. L'opération Big Switch débutait le 5 août. Près de 13 000 hommes des Nations Unies furent rapatriés. Ils étaient pour la plupart coréens et américains. Pour le camp impérialiste chinois, ce fut une terrible défaite politique. Les 2/3 des Chinois captifs refusèrent de retourner chez eux, et 135 000 Nord-Coréens choisirent de rester dans le camp sud-coréen. Parmi les libérables occidentaux se trouvait le général Dean, capturé avec ses hommes de la 25e division lors de la défense de Daejeon en 1950. Aujourd'hui, la Corée reste coupée en deux, mais ce conflit ne fut pas vain. Le prestige du bloc russo-chinois fut considérablement terni. La Corée du Sud fut restaurée dans l'intégralité de son territoire et même plus. L'armée sud-coréenne restait une des plus redoutées du théâtre oriental. Elle restait vigilante à garantir la paix, ce qui est essentiel. La Corée en cela, dans le même bateau que bien d'autres nations.